Bonne année 2026 à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce tout premier numéro de l'invité de cette nouvelle année. Entre le Bénin et le Niger, toujours pas d'accalmie. Depuis 2 ans, un froid diplomatique persistant s'est installé entre Niamey et Cotonou. Les relations sont toujours glaciales depuis la prise de pouvoir par les militaires au Niger en juillet 2023. Le régime nigérien accuse régulièrement son voisin proche de l'Occident de vouloir le déstabiliser, ce que Cotonou nie. Les relations se sont un peu dégradées après une tentative de coup d'État déjoué au Bénin début décembre 2025 et dimanche, les deux pays ont mutuellement expulsé des diplomates. Didier Noureddin Alou, merci de nous rejoindre dans l'invité. Merci Charlotte Guézéré, merci pour votre invitation pour ce premier numéro de l'année 2026. Je profite d'ailleurs pour vous formuler mes vœux de santé et de paix pour vous et pour les téléspectateurs. Merci et heureuse année à vous également. Cotonou et Niamey ont mutuellement expulsé la semaine dernière des diplomates. Ça a-t-on appris donc ce dimanche de sources diplomatiques des deux pays. Mais pouvons-nous déjà rappeler brièvement le contexte historique et politique des relations entre le Bénin et son voisin nigérien? C'est vrai, il y a une nouvelle page qui s'est écrite entre le Bénin et le Niger en matière de diplomatie. Vous l'avez très bien rappelé dans votre introduction. Les deux pays ont mutuellement expulsé des diplomates. Et pour bien comprendre et situer le contexte, nous devons remonter au 26 juillet 2023. La date de coup d'État au Niger. La date des événements de prise de pouvoir du CNSP et donc du président Abdourahmane Tiani. Ce jour-là, Patrice Talon, le président du Bénin, était en visite officielle au Nigeria lorsque la nouvelle s'est répandue. Et je ne sais pas vraiment dans quelles conditions, mais en tout cas, il était avec le président Tinubu, qui était, je crois, aussi président de la CEDEAO. Mais je pense que c'est peut-être parce qu'il est francophone que la parole lui a été donnée depuis Abuja pour s'exprimer par rapport à cette crise-là. Et le président Talon avait dit, ses premiers mots ont choqué, puisqu'il disait que coûte que coûte, par tous les moyens, le président Bazoum sera remis sur son fauteuil de président. Alors, c'était comme une onde de choc, parce qu'à Niamey, cette nouvelle a été mal accueillie. C'est interprété comme étant une ingérence dans une affaire nigéro-nigérienne. Et on était également dans un contexte où il y avait déjà eu pareille situation au Mali comme au Burkina Faso. Alors donc pour la CEDEAO disait que c'était vraiment le coup d'État de trop et qu'il fallait prendre des mesures fortes. Donc c'était si vous voulez, ce que je peux appeler le premier faux pas dans ce dossier du président Talon. Et puis ensuite, la CEDEAO s'est réunie, les chefs d'État de la CEDEAO se sont réunis, et puis dans la foulée, ils ont décidé de l'intervention militaire à Niamey pour, disait-il, rétablir le président Bazoum. Et il y avait justement les pro-interventions. Et à l'époque, il y avait Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Macky Sall du Sénégal, et puis justement Patrice Talon de la Guinée-Bissau. On se rappelle également de Embalo Sissoko à l'époque. Et ces pays avaient même déjà commencé à mobiliser des troupes pour aller militairement intervenir au Niger. Mais c'était sans compter avec la mobilisation générale, c'est-à-dire que les populations ont soutenu donc la situation, le renversement du président Bazoum. Les populations sont sorties pour, si vous voulez, demander le départ de toutes les forces d'occupation qu'il y avait dans le pays, notamment françaises, américaines, etc. Et donc, c'est le début des embrouilles entre le Bénin et le Niger. L'intervention militaire n'aura jamais lieu. Mais il y a eu quand même la fermeture de la frontière de Malanville avec ses effets dévastateurs du moins sur l'économie des deux pays, mais surtout sur la santé au Niger, parce que tous les produits à l'époque étaient bloqués à la frontière,
sans ménagement. Même les produits pharmaceutiques n'ont pas pu être laissés passer. Et ça avait créé des situations vraiment déplorables. J'étais moi-même à Niamey à l'époque. Mais justement, Didier Noureddine, avant cette dernière dégradation, sinon la situation actuelle entre les deux pays, est-ce que la posture de Cotonou depuis le coup d'État n'avait pas évolué? Oui, et ce n'est que l'histoire. Parce que après cette étape, il y a eu d'autres péripéties. Parce que au moment où la CEDEAO avait relâché donc les sanctions, le Niger a gardé sa frontière fermée pour manifester d'abord son mécontentement, mais aussi, disait le général Tiani, pour se protéger contre l'invasion française de son pays. Parce que, comme vous l'avez rappelé également dans votre introduction, le Niger accusait régulièrement le Bénin d'abriter des bases militaires françaises qui ont pour objectif d'agresser donc militairement le Niger. Et donc, dans la foulée, il y a eu des interventions. On se rappelle du déplacement à Niamey des anciens chefs d'État du Bénin, notamment Yahi Boni et Nicéphore Soglo, qui sont allés, qui ont rencontré les autorités nigériennes. Et on pensait vraiment... Et si on s'en souvient bien, à 2 reprises. Non, à une reprise, mais le deuxième rendez-vous n'a pas eu lieu. Et on pensait effectivement qu'il y aura un dénouement très très prochainement. Et ensuite, on a vu le général Mohamed Toumba, le numéro 3 du CNSP, qui avait conduit une délégation à Cotonou. Et à la suite justement de ces échanges, on a vu que le Bénin a nommé un nouvel ambassadeur à Niamey, au Niger, et que le Niger aussi en a fait pareil. Alors, donc, mais la frontière jusque-là était restée fermée. Et puis, en 2024, il y a eu cette déclaration de Gildas Agoncan à Gaïa qui demandait pardon. Donc en février, il a été rappelé pour, disait-on, consultation. Finalement, en juin 2000 de la même année, il a été révoqué de ses fonctions. Et depuis, le Bénin est resté sans ambassadeur au Niger jusqu'à ce dimanche. Leurs ambassadeurs, mais justement à ce niveau-là, que reprochent concrètement les autorités béninoises aux 2 fonctionnaires nigériens quand même expulsés de Cotonou? Il faut aussi prendre un contexte en compte. Le 7 décembre dernier, nous avons vu qu'un groupe de militaires avait tenté de renverser le président Talon. Dans ce contexte, les tensions se sont exacerbées. On a vu dans les communications officielles le Bénin qui accuse certains dirigeants dans le voisinage, des dirigeants politiques et militaires, disait-il. Alors, quand on regarde très bien, les pays de l'AES, dont le Burkina et le Niger sont voisins du Niger, sont dirigés effectivement par des autorités militaires. Bien que le Bénin, les autorités béninoises, dans leur communication, n'ont pas désigné précisément de qui il s'agissait, on a vu dans les médias, souvent des médias qui sont proches du pouvoir béninois, qui ont cité donc le Niger et le président Abdourahmane Tiani. Mais je rappelle tout de même que les médias ne remplacent pas les autorités béninoises. Si vraiment c'était les autorités béninoises voulaient vraiment désigner directement des coupables, elles auraient pu faire une communication et nommer précisément tel ou tel dirigeant dans le voisinage, ce qui n'a pas été le cas. Donc les noms qui ont été cités, c'est vraiment dans les médias. De rumeurs. Oui, on peut, puisque le Bénin n'a pas directement nommé officiellement dans les communications officielles, parce qu'on a vu aussi le discours à la nation du président Talon devant les députés béninois, il a réitéré ses accusations à l'encontre de dirigeants politiques et militaires dans le voisinage sans jamais les nommer. Donc ce qui s'est passé le 1er janvier, en réalité, depuis ce temps, le Bénin est en alerte. Le Bénin cherche à éviter des situations pareilles, éviter que des coups d'État se reproduisent. Et je pense que le Bénin est aussi dans des enquêtes... Oui, sachant que le présumé cerveau du coup d'État manqué du 7 décembre dernier est toujours introuvable. Ouais. Donc, je crois que c'est autour du 31 décembre dernier,
que l'ambassadeur du Bénin a été contacté par le ministère des Affaires étrangères. Je crois que l'ambassadeur lui-même n'était pas disponible, mais son chargé d'affaires était présent et a été reçu par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères si nos informations sont vérifiées. Et c'est donc verbalement qu'on leur a signifié que 2 de leurs collaborateurs étaient déclarés persona non grata. Il s'agissait d'une commissaire de police et aussi nigérienne et aussi, je crois, d'un agent de sécurité. Mais l'expulsion réciproque de diplomates est un acte fort, surtout en situation de tension, mais que signifie-t-elle vraiment sur le plan diplomatique et symbolique? Mais diplomatiquement, ça signifie toujours que les 2 pays s'enlisent dans la crise. Parce que le Bénin a expulsé 2 diplomates. Au Niger, déjà que... mais l'ambassadeur du Niger en poste au Bénin n'est pas déclaré persona non grata. Mais il s'agit plutôt d'une commissaire de police et d'un agent de sécurité. Et alors, nous avons essayé de remonter un peu les pistes. Les 2 pays continuent tout de même leur relation diplomatique. Bien sûr. Mais c'est le fait que le Niger ait réagi en demandant le départ du chargé des affaires de l'ambassade du Bénin, ça signifie juste de la réciprocité. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est-à-dire que généralement, dans les ambassades ou les représentations diplomatiques, c'est le premier conseiller ou le deuxième conseiller qui font du renseignement et sous couvert diplomatique. C'est comme ça que ça se passe de manière habituelle. Alors, donc, dans les coulisses au Bénin, on raconte que ces 2 types de profils ou de personnel n'existe pas dans le dispositif diplomatique du Bénin au Niger. Et qu'il fallait donc rétablir un peu la balance en demandant le départ de ces 2 fonctionnaires au profil un peu particulier et sécuritaire. C'est comme ça que, il n'y a pas eu de communication officielle, mais en sourdine, c'est un peu cette idée-là qui est répandue. Dans quelle mesure les enjeux sécuritaires régionaux connus notamment par les 2 pays, notamment dans la lutte contre le terrorisme et la stabilité au Sahel, influence-t-elle cette crise? Non, c'est plutôt la crise qui influence négativement la lutte antiterroriste. Parce que vous avez vu que tant que les 2 pays frontaliers, comme le Bénin et le Niger, n'arrivent pas à organiser des patrouilles mixtes, n'arrivent pas à échanger des informations sur les mouvements des terroristes, eh bien, ça complique. À la base, il y a une méfiance des 2 parties. Bien sûr. Dans les stratégies de lutte contre cette... Bien sûr. Il y a une méfiance de chaque côté. Et vous avez vu que régulièrement, le président Tiani sort pour dénoncer donc l'attitude du Bénin. Et vous avez vu aussi que régulièrement, le Bénin dit que tout ça n'est pas vrai. Et le Bénin, à un moment, avait même demandé à son voisin du Niger de venir voir un peu les points qui sont cités pour voir si éventuellement il y avait effectivement des soldats français. Mais on a vu quand même le 7 décembre, que des soldats français sont quand même intervenus pour permettre au président Talon, avec le Nigeria surtout, pour permettre au président Talon de continuer à garder son fauteuil. Et les frontières terrestres entre les 2 pays sont restées fermées depuis plus de 2 ans. Mais quelles sont les conséquences humanitaires à cet effet? Bien, évidemment, les conséquences, elles sont d'abord économiques parce que les 2 zones la pauvreté s'est creusée considérablement dans les 2 zones, que ce soit à Malanville ou à Gaïa. La situation est difficile pour les populations. Donc, en l'absence d'une frontière ouverte et d'une coopération fraternelle et sincère, c'est les populations qui en souffrent. Donc, évidemment que cette situation, elle n'arrange pas du tout ni l'un ni l'autre. Si quelqu'un est arrangé dans cette situation, c'est forcément ceux qui ont intérêt à voir le terrorisme se répandre, se développer dans la zone et à voir aussi les 2 pays africains à ne pas s'entendre. Et là, je pense très clairement à l'ennemi commun qui, je peux le désigner comme les impérialistes ou les occidentaux qui ont toujours appliqué cette politique de diviser
pour mieux régner. Parce que, comme l'a dit un artiste, si les Africains s'unissent, ça va faire mal. Oui, vous voyez un peu près cette actualité depuis plusieurs mois. Mais selon vous, et justement aussi parce que vous connaissez bien le milieu, quels sont les impacts réels sur la vie quotidienne des populations des deux côtés des frontières, de la frontière? Non, les impacts, elles sont essentiellement économiques. Mais sinon, entre les deux populations, il n'y a jamais eu de problème. Les deux populations entretiennent des relations séculaires, historiques et très très lointaines. Donc, il n'y a pas de problème. Et vous avez vu que malgré tout ce qui se passe entre les autorités des deux pays, vous avez vu que les populations ont continué à cohabiter correctement. Donc, et puis je vous rappelle qu'il y a tout de même 36 000 ressortissants nigériens tout de même cartographiés à peu près au Bénin, et contre environ 10 000 Béninois qui sont ressortissants au Niger. Et entre les deux populations, c'est la coopération. C'est au sommet que ça ne va pas. Sinon, entre les deux peuples, il n'y a vraiment pas de difficulté. Et sur le plan politique, jusqu'où peut aller ce bras de fer? En tout cas, on souhaiterait que ce bras de fer n'aille pas plus loin, tout simplement. Et que très vite, les autorités, que l'intérêt justement des deux populations l'emporte, et que les chefs d'État puissent revenir en de meilleurs sentiments. Mais vous savez, quand vous m'aviez demandé de venir ce matin pour qu'on traite ce sujet, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis rendu compte que... précisément? Mais justement, je me suis rendu compte que, dis donc, depuis longtemps, le président Talon et le président Tiani ne se sont même pas vus. Cela veut dire que... C'est une réalité. C'est une réalité. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas eu l'occasion de se rencontrer en tant qu'Africains et que chacun dise ce qu'il y a, ce qui ne va pas, et que de l'autre côté, justement, on prenne quelles bonne note. leçons à prendre des populations qui, elles, s'entendent, cohabitent en toute harmonie malgré tout? Mais c'est toute la question. Comment se fait-il que les deux populations arrivent tout de même à cohabiter, à travailler, à vivre ensemble, alors qu'au sommet, et cela n'a pas été, rien n'a été fait, enfin, pour rendre ça possible. Et quand j'observe un peu ce qui se passe, je me dis, mais tiens, si les deux responsables pouvaient au moins se retrouver, discuter, peut-être qu'ils trouveront... Sans intermédiaire, peut-être. Sans intermédiaire, sans filtre. Peut-être que les lignes vont bouger. Dans la pratique, les intermédiaires peuvent toujours jouer un rôle. Et justement, selon vous, la CEDEAO ou d'autres acteurs régionaux et internationaux peuvent-ils jouer un rôle de médiation efficace dans ce conflit entre le Bénin et le Niger? Nous, à Africader, nous avons toujours appelé à l'intervention de l'Union africaine. Parce que nous pensons que c'est vraiment le dernier recours sur le continent et que l'Union africaine pouvait s'intéresser à ce dossier pour essayer de travailler à la résolution de cette crise qui n'arrange personne. Quant à ce qui concerne la CEDEAO, la CEDEAO n'est pas vraiment une institution très crédible. Elle n'est pas vue, elle n'est plus perçue ni par les populations en général, ni par les autorités de l'AES comme étant une institution crédible. D'ailleurs, elle-même, la CEDEAO a suffisamment montré... Mais on a vu une CEDEAO nouvelle intervenir en Guinée-Bissau, par exemple. Oui, mais la CEDEAO... Et même au Bénin. Et même au Bénin. Mais vous savez que la CEDEAO, c'est toujours le deux poids et le deux mesures. La CEDEAO manque pitoyablement de leadership. Et elle ne s'affirme pas. Si vous prenez la question du terrorisme, là, par exemple, la CEDEAO aurait pu exercer un leadership et aider donc les pays du Sahel à venir à bout de ce phénomène. Mais elle n'a rien fait du tout. Mais la CEDEAO, elle est toujours prête lorsqu'il s'agit d'adopter des positions doubles. Et vous avez vu encore récemment quelle a été l'attitude de la CEDEAO sur plusieurs questions dans la sous-région. Donc je pense que la CEDEAO, en tout cas à mon sens, elle n'est plus une institution à laquelle on peut s'adresser pour résoudre ce genre de problème. Et encore que les membres de l'AES ont
totalement quitté l'institution. Elle ne voit plus l'institution, ne voit plus aucune utilité avec cette institution. Donc, il appartient maintenant à ceux qui restent de la CEDEAO de se remobiliser, de corriger les choses, de se réinventer et montrer qu'on peut encore leur faire confiance. Au moment où une guerre d'influence se joue, dans ce contexte, pourrait-il s'agir aussi, selon vous, d'une stratégie diplomatique particulière de la part du Bénin ou du Niger pour renforcer leur position sur la scène internationale? Toute stratégie qui ne va pas dans le sens de servir la population, elle n'est pas une stratégie à prendre en compte. La meilleure stratégie, c'est celle qui arrive à servir les populations. Le président Talon, lui, son rôle, c'est de servir l'intérêt et la population du Bénin. Pareil pour le général Abdourahmane Tiani. Donc je crois que à un moment donné, il va falloir que ces autorités se dépassent un peu quand même beaucoup d'autres considérations et décident de s'unir ou de travailler ensemble et ça va apporter un plus à la lutte antiterroriste et ça va certainement permettre aux deux populations d'échanger plus facilement économiquement. Mais quel scénario envisagez-vous pour l'évolution de cette crise au moment où les pays de l'AES continuent de vivre des tentatives de déstabilisation, ou peut-être même au moment où le Bénin même est toujours en alerte? Mais vous avez vu qu'il n'y a pas que les pays de l'AES qui sont régulièrement visés par des coups d'État. Vous l'avez rappelé, récemment au Bénin, on a vu ce qui s'est passé. Mais ça veut dire surtout que quoi? Ça veut dire que le monde n'est plus très sûr. Et que, en ce qui concerne l'Afrique, notre suivi dépend grandement de notre unité, de notre capacité à nous unir. Alors, toute politique qui ne prend pas en compte l'unité africaine, à mon avis, doit se réajuster. Parce qu'en réalité, vous avez vu ce qui s'est passé, où les États-Unis ont été capables d'inventer des arguments et d'aller capturer un chef d'État en fonction dans son pays, au vu et au su de tout le monde, en violation flagrante de toutes les formes de droit qui existent au monde. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais tiens, Afrique, tu dois te réveiller. Les fils d'Afrique et les filles d'Afrique doivent s'unir. Vous posez également la question à qui profite cette crise qui ne cesse de s'enfoncer et comment est-ce que l'Afrique devrait se réorganiser? Comme j'ai commencé à le dire, le salut de l'Afrique aujourd'hui se trouve dans l'unité, dans la compréhension, dans la fraternité, dans une coopération sincère. Il faut un leadership africain qui rassemble les autres pays et qui fait bloc. Nous sommes dans un monde qui est très méchant, diplomatiquement et politiquement. Personne ne respecte les faibles. Et ça, les dirigeants de l'AES l'ont compris. Et personne n'a du respect pour des pays qui n'ont pas l'arme nucléaire. Si Caracas détenait l'arme nucléaire, personne n'irait chercher son président aussi facilement comme ça. Donc, j'invite à partir de ce plateau, et c'est un appel que je lance aux dirigeants africains, de s'unir et de se doter d'armes nucléaires. Le Niger a beaucoup d'uranium qui peut non seulement nous apporter de l'électricité pour toute la zone ouest africaine, mais qui peut aussi nous permettre, ne serait-ce que d'avoir communément cet outil de dissuasion et de défense qui est l'arme nucléaire, parce que personne ne vous respecte aujourd'hui quand vous ne détenez pas des moyens militaires adéquats et puissants. Vous avez vu avec la Corée du Nord, l'Amérique n'osera jamais aller traiter la Corée du Nord comme elle l'a fait là pour le Venezuela. Mais au moment où donc le langage est clair. Au moment où l'Iran, par exemple, peine à avoir cet aval, je dirais, à soi justement à sa politique de développement d'une arme nucléaire, qu'est-ce qui se passerait quand l'Afrique se déciderait en ce moment? Non, mais l'Afrique doit se donner les moyens. L'Afrique a complètement le droit d'avoir cet outil et il n'appartient pas aux autres de dire aux Africains, si les Africains sont unis, ça va faire mal, comme l'a dit un chanteur. Si les Africains arrivent, c'est par extraordinaire, ce qui n'est pas facile, mais c'est possible. Les Africains pouvaient se réunir et se doter de cette arme nucléaire. Vous allez voir que le regard des autres sur l'Afrique va complètement changer. Vous avez évoqué justement cette actualité au Venezuela et vous l'avez souligné, je vais là vous citer
les États-Unis. Sinon, le président Donald Trump s'est inventé un argument pour intervenir au Venezuela. Quel écho cette situation donne en Afrique? Est-ce qu'il y a des risques? Mais vous avez vu que, en plus d'aller chercher le président vénézuélien et de le faire prisonnier aux États-Unis, Donald Trump a dit à la face du monde que effectivement que ce qui est arrivé à Nicolas Maduro pourrait arriver à tout autre dirigeant. Donc je pense que ça c'est un signal d'alerte, encore une fois, pour dire aux Africains, mais écoutez, vous devez vous réveiller. Tous les Africains, qu'ils soient sur le continent ou hors du continent, doivent comprendre ce message et dire qu'il y a que l'heure a sonné. Et que l'heure n'est plus du tout à la division, l'heure n'est plus du tout aux critiques sans fondement, des critiques qui ne nous apportent absolument rien du tout. Donc le salut de l'Afrique passe forcément par l'unité africaine et passe par les moyens de défense adéquats. Et même l'arme nucléaire, je le dis, il faut que l'Afrique se dote d'armes nucléaires pour pouvoir dire aux autres, prenez-nous en compte et méfiez-vous de nous. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Didier Noureddine Alorou, nous parlions principalement du Bénin et du Niger, mais quelles conditions seraient nécessaires selon vous pour un rétablissement durable du dialogue et de la confiance entre Cotonou et Niamey au nom de l'unité africaine? Pour parler très franchement, je n'ai plus beaucoup d'espoir avec le président Talon pour mais les pays voisins sont essayer, j'en viens, pour régler cette crise avec le Niger, puisque nous sommes déjà en janvier et les élections générales commencent au Bénin très bientôt. Mais par contre, avec Romiad Wadani qui va succéder au président Talon, j'ai beaucoup d'espoir. Je pense que lui... Saura-t-il réinventer l'art diplomatique? En tout cas, il a intérêt. Et je crois que malheureusement aujourd'hui, beaucoup de voisins, si vous voyez aujourd'hui le président Talon, bien que les responsabilités soient partagées dans ce cas, mais c'est quand même le président avec lequel il n'y a pas trop de bonnes relations avec les voisins. Les relations ne sont pas du tout au beau-fils avec beaucoup de ses voisins, en dehors du Nigeria, je crois. Et là encore, ce qui fait... vous savez que Bola Tinubu, c'est un grand homme d'affaires, Patrice Talon aussi, c'est un grand homme d'affaires, et puis les deux s'entendent bien avec la France. Donc, on peut dire qu'il y a affinité. Bon, maintenant, avec Romiad Wadani, quelque chose peut changer. Au moins, à la tête du Bénin, on verra que c'est du neuf. Et à partir de ce moment... chacun va lui laisser aussi le bénéfice du doute et se dit, bon, lui vient d'arriver, attendons de voir s'il a quelque chose à dire. L'espoir pourrait naître de Romiad Wadani. Oui, avec Romiad Wadani, ce sera certainement un nouvel espoir et ce sera certainement une nouvelle forme de diplomatie. S'il a été membre du gouvernement de Talon pendant 10 ans, il n'était pas le chef. Il était obligé tout simplement de s'inscrire dans la cohésion gouvernementale. Alors maintenant qu'il sera le chef, alors on jugera. On verra comment est-ce qu'il va mettre son mandat à profit pour changer la donne et rétablir tout simplement les bonnes relations entre le Bénin et la plupart de ses voisins, et tous ses voisins. Merci Noureddine Alorou, merci d'avoir partagé vos analyses avec nous sur ce sujet dans cette émission. Encore une fois, bonne année à vous. Bonne année à tous. Merci à vous également de nous avoir suivis dans l'invité sur New World Info.